Bonjour à tous, merci pour votre participation à ce webinaire. Vous êtes plus de 150 inscrits à ce webinaire, ce qui montre l'intérêt de la filière pour ce plan de soutien automobile. Donc c'est un webinaire organisé par les 4 pôles automobile et mobilité, en partenariat bien sûr avec la PFA, qui est vraiment l'acteur qui se mobilise dans le cadre de ce plan de soutien automobile au service de la filière. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est de vous informer sur les différents dispositifs qui se mettent en place ou qui sont déjà en place dans le cadre de ce plan de soutien. Et puis bien sûr, en tant que pôle de compétitivité, vous proposez un accompagnement dans le cadre des dossiers que vous serez amenés à monter éventuellement pour répondre à l'un ou l'autre de ces dispositifs. Slide suivant, s'il vous plaît, juste pour vous indiquer donc qui sont ces 4 pôles de compétitivité automobile. C'est vraiment la force de la filière en région. Nous sommes présents et nous représentons les 4 principaux écosystèmes automobiles et mobilité en France. Et on est vraiment là pour vous informer, bien sûr, et vous accompagner, comme je vous disais, aussi bien sur le volet recherche et développement, donc accompagner vos projets de R&D qui soient monopartenaires ou collaboratifs, également sur le volet de la performance industrielle, puisque tous les pôles ont intégré récemment les ARIA, les associations régionales de l'industrie automobile, qui représentent tout l'écosystème de la performance industrielle automobile en France, et puis également sur le volet formation, compétences et emploi, qui est également un axe fort du contrat stratégique de filière. Donc, n'hésitez pas, nous sommes à votre service pour vous informer et vous donner plus de détails à la suite de ce webinaire. Vos pôles pourront répondre à vos questions complémentaires. Je vous propose de laisser tout de suite la parole à Marc Mortureux, le directeur général de la PFA, qui va introduire justement le plan de soutien automobile et surtout faire un point d'étape d'où nous en sommes. Marc, c'est à toi. Merci beaucoup Marc, bonjour à toutes et à tous, ravi d'avoir cette occasion d'échange avec, je dirais, l'ensemble de l'équipe de la PFA, puisque vous aurez voilà, les présentations par l'ensemble des acteurs voilà, de la plateforme sur les différents volets du plan. Moi, en introduction, ce que je voudrais vous dire, c'est que bon, ce plan de soutien que nous avons assez fortement appelé de nos voeux et de façon rapide, de façon relativement urgente, s'inscrit dans le cadre d'une filière automobile, comme vous le savez, qui a été à la fois très impactée depuis déjà quelques temps par des transformations extrêmement profondes de la filière, et d'autre part par la crise du Covid, hein, qui s'est rajoutée à ce contexte-là, sachant que notre analyse, c'est que la crise du Covid ne remet en rien en cause les transformations profondes hein, de la filière que nous connaissions déjà avant, à savoir la transition environnementale, d'une part, la transition digitale de l'autre. Au contraire, ça a plutôt tendance à l'accélérer. Et que, d'une façon générale, la volonté de la constitution de ce plan de soutien est destinée à aider à réussir et à accélérer cette transformation en accompagnant les entreprises et en créant les conditions pour que face à ce séisme, hein, qui est une situation extrêmement difficile pour tout le monde, on réussisse autant qu'on le peut à tirer un certain nombre d'atouts hein, et d'opportunités pour malgré tout préserver le plus possible une industrie automobile compétitive localisée en France pour les décennies à venir. Alors clairement, le contexte actuel, c'est que, donc vous savez, les prévisions, c'est un marché automobile européen qui est plutôt de l'ordre de moins 25% sur cette année, qui est sans précédent, hein, qui est absolument considérable. En France, ça pourrait même être encore un peu pire, mais en même temps, il y a des mesures de soutien qui vont permettre peut-être d'atténuer un petit peu les conséquences. Vous savez que de janvier à fin mai, donc la situation a été vraiment extrêmement difficile puisque le marché est quasiment à moins 50% hein, sur ces 5 premiers mois de l'année. Le plan de soutien donc, qui a été adopté le 26 mai comprend à la fois des mesures de soutien de la demande hein, au niveau du marché et au niveau de l'offre. Et donc a été, disons, mis en place très rapidement puisque, en ce qui concerne les mesures au niveau de le soutien de la demande, elles sont en vigueur depuis le 1er juin.
Je ne reviens pas sur tout ce qui s'est passé avant, la préparation des protocoles sanitaires, la préparation du redémarrage de l'activité. Moi, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que sur le mois de juin, depuis la mise en œuvre des mesures de stimulation du marché, on a un marché qui a vraiment redémarré. Les immatriculations sur le mois de juin, on n'est pas encore au bout, c'est aujourd'hui la dernière journée, mais en tout cas, jusqu'au week-end dernier, on était sur un rythme d'immatriculation très proche du rythme du mois de juin de l'année 2019. Ce qui veut dire donc qu'après plusieurs mois en très très fort décrochage, on retrouve un niveau d'activité relativement normal au niveau, encore une fois, des immatriculations. Et en ce qui concerne les commandes, on est sur une forte progression de l'ordre de 40% en tout cas sur les 3 premières semaines du mois de juin par rapport à l'année dernière. Alors tout ça évidemment montre qu'il y a effectivement un vrai redémarrage et que les mesures de stimulation du marché fonctionnent. Mais en même temps, il faut le relativiser, il y a un effet rattrapage, après 3 mois sans quasiment aucune commande et avec extrêmement peu d'immatriculation, donc il y a un effet rattrapage. Globalement, vous savez que dans le plan de soutien, il y avait des dispositifs à la fois de soutien spécifiques pour l'électrification du parc, avec donc la remontée du bonus pour les ventes de véhicules 100% électriques à des flottes d'entreprises. Le bonus était descendu de 6 000 € à 3 000 €, il est remonté donc à 5 000 €. On a ouvert un bonus pour la vente de véhicules hybrides rechargeables à hauteur de 2 000 €. Donc, c'est des dispositions effectivement intéressantes. On a augmenté un peu le bonus pour les ventes de véhicules électriques pour les particuliers. Donc, tout ça est effectivement des éléments positifs et qui effectivement accompagnent l'effort considérable fait par les constructeurs pour baisser les émissions de CO2 dans le cadre de la réglementation européenne, et on est sur une trajectoire aujourd'hui de croissance assez importante effectivement des ventes de véhicules électriques et hybrides rechargeables qui voilà, correspond à peu près à l'objectif qu'on s'était fixé pour tenir les objectifs CO2 pour l'année 2020 et les années suivantes. Donc ça, c'est des aspects positifs. Et puis, on s'était beaucoup battu pour qu'au-delà des soutiens spécifiques aux véhicules électrifiés, il y ait une mesure de stimulation du marché plus large qui concerne également les véhicules thermiques, parce que si on veut avoir un impact sur l'ensemble de l'activité des entreprises de la filière, comme les véhicules électrifiés, ça représente encore qu'une petite part du marché, il fallait évidemment une mesure plus large. Et donc, c'est la prime à la conversion, la PAC, qui a été fortement élargie, renforcée avec des primes montant à 3 000 €, voire 5 000 € pour les véhicules électriques, avec une population qui peut en bénéficier beaucoup plus large, à peu près 70% des ménages, et d'autre part avec la possibilité de mettre à la case des véhicules, disons, d'une gamme beaucoup plus large que ce qu'il y avait précédemment. Et depuis le 1er juin, on a effectivement un dispositif qui fonctionne plutôt bien, puisqu'on est sur un rythme, semble-t-il, à peu près de 20 000 primes à la conversion par semaine, ce qui est encore sensiblement plus que l'époque où ça marchait bien, il y a un peu plus d'1 an. Et donc, on devrait, comme vous le savez, c'était une mesure qui était prévue de soutien sur les 200 000 premiers véhicules qui vont bénéficier de cette PAC. On devrait probablement aboutir à ces 200 000 véhicules, soit fin juillet, soit début août. Il y a encore un peu d'incertitude, mais c'est clair qu'on est malgré tout sur un dispositif qui répond un peu à l'objectif qu'on s'était donné d'un petit électrochoc pour faire vraiment redémarrer le marché. Donc ça, c'est plutôt positif. Ce qu'on a, nous, comme évaluation aujourd'hui, c'est que le taux d'activité globalement de la filière au niveau des différentes entreprises est de l'ordre à peu près de 60%, un peu plus de 60% aujourd'hui, ce qui est évidemment nettement mieux qu'il y a 3 semaines, mais qui reste encore quand même très en deçà du niveau d'activité normal. Et on estime, au travers des discussions avec les constructeurs en particulier, un taux d'activité qui devrait être de l'ordre de 85% en juillet. Ce que je comprends, c'est que la reprise s'est faite quand même un peu plus lentement en France que dans des pays voisins, par exemple comme l'Allemagne. Voilà, mais c'est en train de redémarrer. Après, pour finir un peu sur ce contexte général, on a des échos que nous pouvons avoir, et vous avez vous-même évidemment vos propres feelings. On a quand même beaucoup d'incertitudes sur comment les choses vont se passer à la rentrée, comment les choses vont se passer au niveau du marché une fois que les 200 000 véhicules de la PAC actuelle seront épuisés. Est-ce que le marché va retomber, sachant que ce qu'on essaye de faire, c'est de trouver, disons,
une sortie progressive de ce dispositif de prime à la conversion, donc en gardant le dispositif au-delà des 200 000 premiers véhicules, mais en baissant le montant des primes pour que voilà, la sortie soit progressive et qu'il n'y ait pas d'effet pervers. Donc voilà, ça c'est la partie plutôt marché, plutôt au niveau de la demande, qui est un élément mais absolument essentiel. Si on voulait faire redémarrer, je dirais un peu globalement la machine, réduire les stocks des véhicules qu'il y avait dans les concessions, dans les usines, pour pouvoir faire redémarrer l'ensemble. Donc après, et ça c'est l'autre volet du plan de soutien, il y a tous les dispositifs de soutien à l'offre, donc soutien aux entreprises, et qui va vous être détaillé par les différents interlocuteurs qui vont intervenir dans ce webinaire, sur la R&D, sur le fonds dit de modernisation. Et puis, il y a également donc des dispositifs qui vont se mettre en place sur les apports en fonds propres, puisque c'est clair qu'on voit bien que dans différents types de secteurs, on fait des études en ce moment un peu spécifiques sur certains secteurs, comme la fonderie, comme la forge, comme l'emboutissage, comme le décolletage, on va le faire sur la plasturgie, sur le caoutchouc, bon, pour bien analyser un petit peu quelles sont les forces, les faiblesses, les adéquations entre l'offre, la demande par rapport aux besoins futurs, pour essayer de bien orienter les outils et notamment les apports en fonds propres en fonction des besoins de consolidation, de construire un certain nombre de leaders sur les créneaux d'avenir. Donc ça fait partie des points. Donc ça, c'est vraiment le volet de l'offre qui va vous être détaillé maintenant et qui vous concerne très directement dans les soutiens qui pourraient vous être apportés. Je finis juste comme dernier élément, qui est quand même un élément central aussi dans l'ensemble du dispositif du plan de soutien, c'est tout le travail qu'on engage sur les relations entre clients et fournisseurs au sein de cette filière, qui, vous le savez mieux que moi, donc c'est extrêmement difficile, extrêmement rude, et qu'il y a des très fortes attentes pour que dans ce contexte un peu général de crise et de cette volonté de pouvoir soutenir la filière dans son ensemble, que nous réussissions à faire évoluer les pratiques sur un certain nombre de points dans ces relations pour essayer de donner toute sa chance à une industrie automobile sur tout au long de la filière qui soit la plus compétitive possible, la plus pérenne possible, en accompagnant effectivement les entreprises pour bien se repositionner, pour optimiser, disons, leur process industriel, pour voilà, gagner par toutes les voies possibles en matière de compétitivité. Donc voilà, globalement, le sentiment au niveau de la plateforme automobile, on a beaucoup travaillé avec le gouvernement sur ce plan. On a le sentiment qu'il est globalement plutôt assez équilibré entre justement les soutiens à la demande, soutien à l'offre, les efforts à faire au niveau de l'ensemble de la filière, et que tout ça s'inscrit dans une volonté que dans un contexte où il y a des profondes transformations à faire, donc beaucoup d'efforts, d'innovation, beaucoup d'investissements qui ont déjà été engagés mais qui vont se poursuivre, il y a une opportunité de localiser une part non négligeable de la valeur ajoutée, je dirais, du véhicule du futur en France, en s'appuyant sur nos atouts, sur l'atout de vos entreprises, et c'est vraiment toute la philosophie de ce plan. Voilà, je m'en arrêterai là pour passer la parole, je crois, ensuite à Jean-Luc Brossard qui va détailler plutôt le volet R&D. Tout à fait, un grand merci Marc pour ces éléments de contexte qui nous permettent de bien resituer où nous en sommes au niveau de la filière. Donc, nous allons aborder maintenant les trois volets de l'offre, du soutien à l'offre, comme le précisait Marc Mortureux. Le premier volet sera consacré donc à la R&D, le deuxième à ce qui a été appelé le fonds de modernisation, et le troisième volet sur la partie compétences et formation. Je vous rappelle juste que vous avez sur la droite de votre écran la possibilité de poser vos questions. Donc, on commence à prendre les questions dès maintenant et bien sûr, on les traitera à la fin des trois interventions. Donc, je laisse maintenant la parole à Jean-Luc Brossard, qui est le directeur R&D de la PFA et qui va donc nous présenter les mesures de soutien R&D aux entreprises de la filière. Jean-Luc, c'est à toi. Bon, bonjour à toutes et à tous. Donc, comme vous l'avez vu, le plan de relance contient également des mesures donc moyen et long terme, et donc des mesures court terme. Et donc le but, c'était des mesures de soutien de la recherche et du développement aux entreprises de la filière. Et donc il a été défini un dispositif spécifique de soutien à la R&D industrielle de la filière automobile, donc dans le cadre du plan d'investissement d'avenir, avec une dotation de 150 millions d'euros pour 2020 et une possibilité d'extension, ce qu'on appelle au PIA 4 à partir de 2021, donc avec plusieurs années où cette dotation spécifique du plan d'investissement d'avenir pour l'automobile sera reconduite. Ce soutien est basé sur les grands enjeux technologiques et stratégiques de l'automobile du futur. On a pu réaliser donc une note en fait qui explique en fait les différents enjeux et qui sera
communiqué à la presse à l'issue de la semaine. Cet appel à manifestation d'intérêt, dans un premier temps, qui était lié à ce dispositif de soutien, a été clôturé le 12 juin dernier, avec des auditions qui ont eu lieu pour un certain nombre de projets du 16 au 22 juin, et la mise en place d'un comité d'orientation de la recherche automobile et mobilité, ce qu'on appelle le CORAM, qui se tiendra donc sous la présidence de Bruno Le Maire, donc ministre de l'économie, et de Luc Châtel, donc président du CSF Automobile, qui se tiendra donc le 2 juillet prochain à Bercy, et qui permettra donc une copartage en fait à la fois des grands enjeux technologiques pour l'automobile entre l'État et les industriels, et à la fois quelles sont la priorité des projets à lancer en 2020 pour respecter l'ensemble des sujets. Donc il est important de voir que cet appel est complémentaire en fait aux appels à projets génériques déjà existants, c'est-à-dire que les entreprises ont toujours la possibilité de répondre à des sujets de type PSPC, donc projet structurant pour la compétitivité, accélération du développement des écosystèmes d'innovation performants, ou pour les PME en particulier le concours d'innovation dont le prochain est clos la vague 5 bis au 1er juillet, donc il est encore temps de pouvoir y répondre. Ensuite, si on passe au slide suivant, globalement, les fonds R&D visent à soutenir en fait les projets structurants annoncés le 2 juillet. Donc là, la feuille de route technologique est composée de 5 grandes thématiques, toutes liées au futur de l'automobile et des mobilités. La première, et vous le comprenez bien, dans une ambiance importante de traitement du réchauffement climatique, c'est le développement de l'électromobilité et des véhicules électriques avec tous les projets structurants de sa chaîne de valeur, les cellules et les packs de batterie, les moteurs électriques, les chargeurs, les onduleurs, l'électronique de puissance associée et ainsi de suite, les systèmes de recharge. Le deuxième axe, c'est tout ce qui est véhicules, équipements et stations hydrogène, donc en cohérence bien sûr avec le contrat stratégie de filière où on avait l'initiation de la filière hydrogène en France et l'engagement de la croissance verte, où on s'est engagé sur un certain nombre d'objectifs. Le troisième thématique, c'est les matériaux innovants et leur assemblage, en intégrant bien sûr tout ce qui est économie circulaire, recyclage, et une démarche forte d'analyse cycle de vie pour avoir une vision globale sur l'empreinte environnementale. La quatrième thématique, c'est tout ce qui est énergie alternative. Le futur ne sera pas 100% électrique en fonction des usages et en fonction en particulier des nécessités pour le fret, le transport de personnes, d'avoir d'autres énergies probablement décarbonées, qui peuvent être du biogaz, du biocarburant, des carburants synthétiques, et travailler en fait ces énergies alternatives et leur infrastructure de cette façon à répondre aux attentes. Et la dernière thématique, bien sûr, autour du véhicule connecté et automatisé, pour améliorer tout ce qui est sécurité routière, impact de communication entre les véhicules et les autres véhicules, les véhicules et les infrastructures. Donc, à l'occasion de ce premier appel à manifestation d'intérêt dont la clôture a été le 12 juin, il y a eu plus de 100 projets transmis à la filière et déposés sur un site qui avait été ouvert au niveau de BPI France. Et aujourd'hui 28, donc entre 20 et 30 de ces projets seront retenus avec une proposition de soutien par l'État qui seront présentés, comme je l'ai dit, le 2 juillet prochain à l'occasion du CORAM. Donc les projets, c'est des projets de nature pré-compétitive ou collaboratif, selon les cas, et dans le cadre qui peut être industriel et compétitif, c'est-à-dire qu'il y a possibilité de déposer à titre individuel pour une entreprise. Toutes les grandes entreprises de la filière sont concernées, donc vous retrouverez des projets Renault, PSA, Valeo, Plastic Omnium, Michelin, Faurecia, Vitesco, Continental, Bosch, Renault Trucks et ainsi de suite. Et donc une vraie action très rapide de l'État de telle façon à soutenir l'industrie automobile en finançant une aide publique de 150 millions d'euros dès ce milieu d'année 2020. Jean-Luc, merci pour toutes ces précisions. On prendra les questions à la fin. Pour l'instant, il n'y en a pas encore sur ce volet R&D, mais je ne doute pas qu'elles arriveront. Et du coup, tu seras amené à intervenir.
Je vous propose maintenant de laisser la parole à Pete Hamlot, qui est le directeur compétitivité de la PFA, et donc qui va nous détailler le fonds de modernisation. Pete, c'est à toi. Oui, bonjour. Je vais détailler effectivement le fonds de modernisation et normalement aussi le fonds d'investissement, qui sont deux autres fonds à côté du fonds R&D, donc qui ont été mis en place dans le cadre du plan automobile. Donc le premier, c'est le fonds de modernisation. Il est doté de 200 millions d'euros et pour ce fonds, il y a un appel à manifestation d'intérêt, un AMI qui vient d'être ouvert. Et donc, il prend les réponses, en tout cas jusqu'à la fin du mois de juillet. C'est un AMI pour l'instant parce que les fonds, les 200 millions d'euros, doivent encore être approuvés dans le cadre du projet de loi projet de loi de finances rectificative, pardon, c'est un peu compliqué. Donc ce fonds, il est destiné à financer une grande variété de projets pour tout type d'entreprises actives dans le secteur automobile. Donc les projets, ça peuvent être des projets de diversification, de modernisation industrielle, de transformation numérique, donc tout ce qui est usine du futur, mais aussi de l'amélioration de la performance environnementale et de la consolidation. Donc vous voyez, c'est un vaste, des sujets, un domaine très vaste. Donc a priori, ce fonds, ce seront des subventions, et pour des projets dont l'assiette s'élève au moins à 200 000 euros. Les taux d'aide qui seront appliqués seront les taux d'aide relativement classiques, mais quand même, et ça ne ressort peut-être pas très bien du slide, mais il y a une particularité, il y a un régime temporaire qui permet à l'État français de financer des aides pour des entreprises jusqu'à 800 000 euros, donc des entreprises qui sont fortement impactées par le Covid. Et donc tout ça avec une charge administrative relativement faible. Donc c'est vraiment l'intérêt de ce plan-là, c'est de pouvoir déposer assez rapidement des projets qui pourront ensuite, on l'espère, être validés aussi très rapidement. Et peut-être dernier point, ça part de 200 millions d'euros, un peu parallèle à ce que évoquait Jean-Luc tout à l'heure. Ça, c'est pour l'année 2020. Donc l'objectif, c'est que ces fonds-là soient engagés avant la fin de l'année. Si le dispositif rencontre un bon succès, il est assez probable qu'on puisse étendre le dispositif l'année prochaine aussi, donc que sur 2021, il y aurait un fonds avec une nouvelle dotation d'un niveau assez similaire à cette année. Et je ne sais pas s'il y a encore la slide suivante sur le fonds d'investissement. Sinon, je peux le détailler peut-être oralement. Elle a été intégrée, Romain va proposer. Slide suivante, voilà. Oui, donc c'est le fonds d'investissement et là on parle d'une enveloppe totale d'environ 600 millions d'euros et c'est pour soutenir les entreprises en fonds propres ou quasi-fonds propres. Et donc ces 600 millions d'euros seront répartis sur deux fonds. Un premier, c'est ce qu'on appelle pour l'instant un FAA2, donc c'est vraiment dans la prolongation du fonds d'avenir automobile actuel. Donc c'est un fonds qui sera dédié à des interventions en minoritaire, donc des participations en minoritaire, voilà, donc opérées par BPIFrance comme le FAA et qui reprendra aussi vraiment la doctrine d'investissement et de structuration juridique du FAA. Donc ce fonds, pareil comme le FAA, sera doté par l'État et les deux constructeurs. Et les deux constructeurs se sont engagés chacun à verser des contributions de 50 millions d'euros d'abord, et puis dans une deuxième phase, potentiellement à nouveau 50 millions d'euros chacun. La deuxième partie de ces 600 millions d'euros va concerner un fonds de retournement. Et là, ça sera dédié vraiment, donc, comme le nom l'indique, à des retournements. Ce sera non pas opéré par BPIFrance, mais par une société de gestion privée qui est en cours d'identification par les pouvoirs publics et qui sera dotée au minimum de 150 millions d'euros par l'État
et éventuellement aussi par ce gestionnaire privé et d'autres partenaires institutionnels selon l'appétit ou l'appétence du marché. Et donc là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir prendre des participations pas seulement minoritaires, mais aussi contrôlantes. Voilà, et j'en ai terminé en fait pour cette partie-là. Parfait, merci Pete. De nombreuses questions, donc on reviendra vers toi Pete sur ce fonds de modernisation. Je vous propose du coup de terminer par le troisième volet, qui est le volet formation compétences, et donc de laisser la parole à Emmanuelle Pérez, qui est la directrice générale adjointe de la PFA, en charge justement des compétences, de la formation et de l'emploi. Oui, bonjour. Merci Marc. Bonjour à tous et à toutes. Donc, comme vous l'a précisé Marc Mortureux en introduction, dans ce plan de soutien, on s'est aussi mobilisé pour que tout l'enjeu RH, donc et des compétences et des emplois, soit au cœur du plan de soutien. Alors, en même temps, toutes les mesures qui s'appliquent aux enjeux RH sont en fait très souvent des mesures interbranches, interfilières. Mais vous vous en souvenez, ce plan a été donc annoncé le 26 mai. Donc pour nous, on avait 3 priorités très importantes qui étaient d'une part de sécuriser l'activité partielle parce que le gouvernement a fait ce qu'il fallait vraiment à la mi-mars pour accompagner les entreprises et leur éviter de perdre leurs compétences tout en assurant finalement une certains besoins de trésorerie puisque une prise en charge des salaires. Pour autant, nous, on s'est dit, comme le présentait Marc Mortureux, que ce Covid a accéléré toutes les transformations qui étaient en cours et donc il fallait, nous, qu'on puisse sécuriser une activité partielle dite longue durée, ce qui a été annoncé la semaine dernière. Donc, le premier axe de ce plan pour les enjeux RH, c'était cette activité partielle avec, pendant le confinement, la prise en charge par l'État de 100% de l'indemnité que vous versiez à vos salariés qui représentait 82% du net et 70% du brut. À cela, ils ont ajouté donc la prise en charge des frais de formation par un dispositif qui s'appelle le Fonds national pour l'emploi formation qui a été abondé de 500 millions d'euros pour toute l'économie française. Mais sachez que précédemment, ce fonds était de 50 millions d'euros. Donc, c'est quand même un déblocage qui a été très, très rapide. Et là aussi, avec une prise en charge des frais de formation pour les personnes qui sont en activité partielle, quasiment automatique jusqu'à 1 500 € de frais pédagogiques. Et sinon, ce sont des conventions avec les OPCO. Cet axe de la formation pendant le Covid n'a pas été tellement développé. Donc, moi, c'est vrai que je vous encourage parce que c'est toujours prise en charge au moins en partie à encourager vos salariés qui sont en activité partielle à se former pendant leur activité partielle parce que précisément on voit bien la transformation des métiers et des compétences très rapide et très accélérée et donc il faut qu'on ait les compétences dont on a besoin au moment de la reprise à un rythme normal. À noter donc qu'à partir du 1er juin, donc l'État prendra en charge, laisse un reste à charge à l'entreprise de 15% de cette indemnité et que surtout à partir du 1er octobre, on revient à ce qu'on appelle une activité partielle de droit commun, mais qui est quand même plus généreuse que celle qui existait avant le 15 juin. Et donc là, c'est une prise en charge par l'État de 60% de l'indemnité et vous devez verser donc 72% du net, 60% du brut à votre salarié. Et l'activité partielle ne peut pas aller de mémoire au-delà de 40% du temps de travail. Donc, il y a aussi des points à vérifier de ce côté-là. Et surtout, donc là, c'est aussi une grande victoire qu'on partage avec le MEDEF, l'UIMM et les autres fédérations. C'est l'activité partielle de longue durée. Donc là, précisément, c'est pour vous accompagner pour les 12, 18 ou 24 mois qui vont arriver. Et il faut avoir un accord soit au sein de l'entreprise, soit au niveau de la branche. Mais là, précisément, c'est d'engager un dialogue social et économique de qualité pour finalement engager la transformation de vos entreprises et pouvoir mettre en activité partielle donc les salariés qui ont soit besoin de se former, soit parce que l'activité est en train de reprendre. Donc là, l'État prend à sa charge 80% de l'indemnité
et même 85% pour les accords qui seraient signés avant le 1er octobre. Donc, vous voyez bien la volonté politique de travailler avec vos représentants syndicaux, si vous en avez, ou même vos représentants du personnel, en tout cas avec vos forces vives, pour relever ensemble ce défi. Et là encore, sur les frais de formation, ils seront pris en charge à hauteur de 80%. Donc on voit bien quand même des mesures assez, qui accompagnent cette transformation des entreprises. Les deux autres axes, et c'est la slide suivante sur lesquels nous nous sommes battus, donc c'est évidemment, on a bien mis en exergue le fait qu'il y avait un besoin massif de former et de monter en compétences nos salariés compte tenu de la transformation des métiers, qu'avec la réforme de la formation professionnelle, finalement, sont financés par les fonds mutualisés que les entreprises de moins de 50 salariés, et que là, c'est quand même un vrai caillou dans la chaussure. Donc, nous, on a appelé à des financements beaucoup plus importants de la formation, d'où le FNE formation que j'ai évoqué tout à l'heure, mais également le compte personnel formation, de pouvoir l'utiliser beaucoup plus facilement, d'ouvrir aussi avec les OPCO. Il y a eu un appel à projet qui a été lancé, donc de former pour de prendre en charge les formations pour les entreprises de moins de 300. Et là, donc, nous travaillons pour mobiliser les fonds européens avec les OPCO, là aussi, donc les organismes paritaires, vous savez, qui gèrent tous les fonds de la formation, et le PIC, qui est le plan d'investissement en compétences, qui est quand même doté de 15 milliards et qui est aujourd'hui, c'est un haut commissaire qui s'en occupe, qui est Jean-Marie Marx, et qui était surtout destiné aux demandeurs d'emploi et aux jeunes. Et nous, c'est de l'étendre aux salariés pour ne pas avoir les chômeurs dans 2 ans. Côté filière, juste, je le cite, donc nous avons déployé une plateforme qui s'appelle monfuturjobauto.fr, qui en fait vise à donner une forte lisibilité sur tous les métiers, les formations, avec des podcasts, également un job board qui agrège en fait 2500 job boards. Et surtout, c'est une plateforme qui accompagne les personnes pour mieux identifier leurs compétences et les accompagner dans l'évolution des métiers vers lesquels elles peuvent ou elles veulent évoluer. Et donc, sur cette plateforme, on a beaucoup musclé le volet formation pour mettre en visibilité les nombreuses formations qui sont retenues par le comité de pilotage, qui sont accessibles en ligne. Parce qu'effectivement, pendant le confinement, mais même pendant une activité partielle, il n'est pas toujours évident que les personnes se déplacent. Or, il y a eu quand même, avec toutes les technologies, des avancées massives en innovation pédagogique. Et donc, il y a des choses qui sont très, très bien fichues, qui sont soit accessibles gracieusement, c'est le cas de certaines formations qui ont été portées par des réseaux européens, soit prises en charge par le compte personnel formation des salariés, soit par le FNE formation. Et le troisième axe, c'était l'alternance, parce que pour nous, vous vous souvenez, dans le contrat stratégique de filière, on a un objectif ambitieux. C'est pour 2 raisons. D'abord parce que c'est nourrir aussi l'attractivité de la filière, c'est s'occuper des générations montantes, et c'est en même temps cette pédagogie qui mixe finalement de l'apprentissage à l'école et de l'apprentissage dans les entreprises, est quelque chose qui est quand même assez percutant, et cela pour tous les niveaux de classification, de qualification. Donc là aussi, à noter, le gouvernement s'est fortement mobilisé parce qu'on a alerté, nous, sur un risque de décrochage de 30 à 40% à la rentrée des apprentis, ce qui serait une catastrophe parce que ce sera très très compliqué de remonter derrière. Ils ont donc mobilisé des aides qui sont de 5 000 € pour les mineurs et 8 000 € pour les majeurs. Donc ça, ce sont des aides importantes jusqu'au niveau licence pro, mais qui sont vraiment des aides importantes, et des aides également à l'apprenti pour se doter d'un équipement informatique à 500 €. Il y a aussi des aides à la mobilité, et il y a une certaine flexibilité puisque l'apprenti a 6 mois pour trouver son employeur. Et je vous le dis parce que si pour vous, il n'y a pas de visibilité dès le mois de septembre pour accueillir un apprenti, si en revanche, vous l'avez pour le mois de janvier ou pour le mois de mars, là encore, il faut cranter et à la limite voir tout de suite les candidats pour justement leur dire « mais nous, on vous prend dans 3 ou 6 mois », ce qui donne quand même une certaine souplesse. Et enfin, toujours sur monfuturjobauto.fr, on travaille avec Michelin, Valeo, Renault, PSA pour doter monfuturjobauto.fr d'une appli spécifique pour les apprentis et en particulier pour les CFA, et c'est un outil qui permet un suivi tripartite, donc du côté de l'alternant,
du côté de l'entreprise, du côté du CFA, et pour vraiment là aussi être un outil qui aide à la validation des compétences, donc qui devrait apporter d'abord un véritable suivi qualitatif pour éviter les abandons, mais également une reconnaissance des compétences et donc un dialogue beaucoup plus fluide entre le CFA et l'entreprise. Et puis enfin, c'était pas dans l'axe en tant que tel du plan de soutien, mais je le resignale, c'est tous les accompagnements qui existent des entreprises pour limiter les défaillances, parce que là, en effet, on est quand même assez inquiet des perspectives. Donc, il y a les activités partielles que je vous ai présentées rapidement précédemment. Il y a les missions d'accompagnement qui sont prises en charge par l'EDEC. L'EDEC, c'est un accord cadre qu'on a signé avec l'État et les branches de l'automobile. Donc là aussi, ce sont des missions assez courtes, mais vous avez, elles sont financées. Vous avez donc un consultant pour plusieurs jours et qui va vous accompagner à redéfinir votre stratégie et surtout bien vous appuyer sur le capital humain de votre entreprise. Et puis également donc la mise en visibilité des formations de 100% en ligne, je l'ai cité tout à l'heure, sur monfuturjobauto.fr. Voilà en quelques mots, Marc. Un grand merci Emmanuel et merci à tous les trois. Donc ça nous a permis vraiment d'avoir une vision sur les trois volets. Beaucoup de questions, donc je vais faire le modérateur. Je m'excuse par avance, je risque d'en sauter, mais j'essaye de trouver un consensus sur les questions les plus posées. On va commencer par le volet R&D. Jean-Luc, si tu veux bien. Oui. Question qui revient à plusieurs reprises. Quand est prévu un nouvel appel à projet R&D? Celui qui a été lancé, comme tu l'as souligné, le 12 juin a été très très rapide. Il y a beaucoup de frustration du coup par rapport à des acteurs qui n'ont pas eu le temps de répondre. Est-il prévu un nouvel appel à projet et quand? Oui, alors ce qui était important, c'est dans ma présentation, c'est que l'appel à manifestation d'intérêt pour un plan de soutien rapide à la filière, en fait, ne préjuge pas des outils d'appel à projet qui ont été renouvelés, en particulier, comme je l'ai dit tout à l'heure, les projets structurants pour la compétitivité, qui est le PSPC, qui peuvent être pour des projets au niveau national entre 4 et 50 millions d'euros, pour des projets au niveau régional pour des montants beaucoup plus faibles. Pour les PME et les startups, il faut savoir que l'outil le plus pertinent au niveau de la R&D, c'est ce qu'on appelle Innov, concours d'innovation. Marc, tu sais très bien qu'on a eu les auditions cette semaine, du 23 au 25 juin, sur la VAC 5, où on a passé 12 entreprises automobiles et de mobilité, et qu'il y a un nouveau dépôt pour les PME qui, au niveau national, présente des projets supérieurs à 600 000 euros de mémoire, qui est au 1er juillet. Donc en fait, on est dans un flux continu dans le plan d'investissement d'avenir pour le soutien à la R&D, et donc il n'y a pas de problématique. La problématique du plan dédié à l'automobile qui reporte au CORAM, donc avec une gouvernance publique-privée, est un plan spécifique pour des projets de filières qui sont emblématiques. Quand je parle de projets emblématiques, c'était des projets qui, dans leur ensemble, faisaient plus de 50 millions d'euros, avec des financements par entreprise qui étaient de l'ordre de 15 millions d'euros pour permettre justement, en fait aussi, de ne pas être notifié au niveau européen. Et donc, ce type de plan va être pluriannuel, spécifique à l'automobile, de 150 millions d'euros, pluriannuel pendant 5 ans à partir du PIA 4. C'est les discussions qu'on va faire. Le CORAM se réunira 2 fois par an. Donc, il y a le premier CORAM qui a lieu le 2 juillet. Le deuxième CORAM est programmé au mois de novembre. Est-ce que ça répond à la question? Une question sur le CORAM, justement. De qui est-il constitué? Qui participe? Alors, le CORAM est constitué, comme je dis, présidé par Bruno Le Maire et Luc Châtel. Donc, en présence côté État, vous allez retrouver d'autres ministres qui peuvent être Madame Elisabeth Borne, donc pour l'instant ministre de l'Environnement et des Transports, au MCES. Ça peut être Agnès Pannier-Runacher, ministre secrétaire d'État à l'Industrie. Et tous les directions opérationnelles, donc vous allez retrouver bien sûr la Direction Générale des Entreprises, le secrétaire général au plan d'investissement, des opérateurs comme BPI France ou l'ADEME, et du côté industriel, ça sera
le comité technique automobile qui sera représenté par son président actuel qui est Gilles Leborgne et l'ensemble des CIO de nos entreprises, donc en particulier des grandes entreprises que sont PSA, Renault, Faurecia, Plastic Omnium, Michelin et Valeo. Et donc, bien sûr, la PFA avec Marc Mortureux et moi-même en tant que directeur R&D qui coordonnons en fait toutes les actions vis-à-vis de l'État. Donc en fait, c'est à l'image en fait de ce que vous retrouvez au niveau du CORAC. Un CORAC, c'est la même chose, c'est un comité d'orientation de la recherche pour l'aviation civile. Donc ce système était déjà existant pour l'aéronautique et donc a été dupliqué en fait pour l'automobile. Merci Jean-Luc. Je reviens sur les appels à projets. Une question concernant ADUIP. On n'a pas de nouvelles sur la publication prochaine de l'appel à projet ADUIP. Est-ce que tu en sais plus? Oui, ADEIP, donc pour écosystème innovant, hein, c'est un appel à projet qui était ouvert en 2019 et qui s'est clos au 29 décembre 2019. Il n'a pas été réouvert pour le moment parce qu'il devait prendre en compte en fait les nouveaux dispositifs et champs de contraintes proposés par la filière automobile, donc en particulier ne pas obliger à avoir des projets qui sont issus d'une propriété intellectuelle de laboratoire financé par l'État, ne pas être systématiquement, comme je l'ai dit tout à l'heure, collaboratif. Donc il y a une prime à la collaboration. Dans tous les cas, si un projet est collaboratif, il a une prime et la subvention possible pour l'ensemble des membres d'un consortium est augmentée de 10 à 15%. Mais il y a une prime à la collaboration, mais ce n'est pas une donnée, une contrainte aujourd'hui. Et donc la modification de cet appel à projet dans son champ de contrainte fait qu'il va devoir faire une évolution qui va passer au journal officiel, aujourd'hui programmée autour du 15 juillet. Merci Jean-Luc. Donc, ce qu'on peut retenir, c'est que si vous avez des projets, n'hésitez pas à prendre contact avec votre pôle de compétitivité qui vous accompagnera vers les meilleurs dispositifs. Comme l'a souligné Jean-Luc, les dispositifs existent aujourd'hui, soit à travers le concours d'innovation, soit à travers le PSPC, soit à travers le PSPC Région, qui est un appel à projet qui devrait de nouveau être publié prochainement, ou via aussi tous les dispositifs qui existent au niveau régional. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter, on sera là pour vous accompagner pour vos projets. Merci Jean-Luc pour cette partie R&D. Reste avec nous quand même, puisque plusieurs questions concernent à la fois le volet R&D et le volet modernisation. Une question qui revient souvent sur le cumul des aides. Est-il possible de cumuler des aides, par exemple, du fonds R&D avec des aides sur la partie fonds de modernisation? Pete complétera. Le cumul des aides, de toute façon, il faut savoir que vous êtes conditionné par le taux d'aide, que l'ensemble des aides que vous sollicitez au niveau public ne doit pas être supérieur à vos capacités de fonds propres. Il y a possibilité, même sur un projet, de cumuler des aides de différentes origines, européennes, nationales ou régionales, dans la mesure où vous respectez en fait le pourcentage. Il est impossible d'avoir plus d'aides que le projet ne coûte. Donc en fait, après, c'est une question de débat. Il n'y a pas d'impossibilité, mais il est clair que, comme vous le savez, on est dans une démarche maintenant qui est quand même une démarche de concours. Je voulais le signaler, c'est rien qu'au niveau des projets significatifs, on a eu plus d'une centaine de projets qui ont été proposés dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt de soutien à la R&D industrielle du mois de juin, alors qu'entre 20 et 30% simplement seront retenus et financés, ce qui justifie en fait la nécessité. Donc en montant global de projet, on a dépassé les 2,8 milliards. Donc ça justifie en fait que le sujet soit pluriannuel, parce que la filière s'est réellement mobilisée pour proposer des sujets d'innovation et pour proposer des développements dans les axes stratégiques que je vous ai présentés. Et donc il y a réellement un besoin qui a été exprimé et qui justifie la continuité des processus. A priori, le fonds de modernisation, comme son nom l'indique, hein, et comme l'a présenté Pete, c'est pour moderniser des industries et donc apporter de la robotisation, de la digitalisation, améliorer l'empreinte environnementale. Il y a différents critères.
ça peut être dissocié de projets d'innovation et donc possibilité de présenter à la fois pour une société des projets d'ordre R&D produit et des projets d'ordre R&D industriel de modernisation. Pete, tu veux rajouter quelque chose ? Pas spécifiquement, peut-être juste un commentaire sur le cumul. Ce qu'on a compris en tout cas, c'est que ces aides, et en tout cas l'aide avec le plafond à 800 000 € est cumulable avec le plafond des minimis. Donc il n'y a pas d'interaction entre les deux. Poursuis sur ce sujet justement, Pete, puisque donc on a une question sur ces 800 000 €. Pour quel type d'entreprise ça s'adresse? Est-ce que l'on soit PME ou ETI, on y a accès? Et justement, quel est le taux d'intervention sur ces 800 000 €? Et même de manière globale, sur le fonds de modernisation, quels sont les taux d'intervention qui sont prévus? Oui, mais sur les 800 000 €, ça s'adresse vraiment à toute entreprise. On n'a pas vu de critères de taille là-dessus. Donc, il faut que l'entreprise soit fortement impactée par le Covid, mais je pense dans le secteur automobile, il n'y a pas de difficulté à démontrer cela. Maintenant, les taux d'aide qui vont s'appliquer dans le cadre du fonds de modernisation sont les taux d'aide qu'on appelle un peu classiques. Enfin, je n'ai pas tous les chiffres ici devant moi, mais ces taux d'aide varient en fonction du type d'activité, donc entre des travaux RDI, donc recherche, développement, innovation, ou des investissements, il y a une grosse variation. Ça varie en fonction de la taille de l'entreprise, une petite entreprise, une moyenne, une ETI ou une grande entreprise, et la localisation, si le site ou l'entreprise est localisée en zone AFR, donc zone d'aide à finalité régionale ou pas. Les taux d'aide typiques, par exemple, pour de l'investissement, c'est nettement plus faible que des activités de RDI. Donc, en investissement, c'est 20% pour une PE, 10% pour une moyenne entreprise et 0 pour une ETI ou une grande entreprise. Majoré éventuellement de 10% ou de 10 points si l'entreprise est en zone AFR. Donc, ce sont des taux d'aide relativement faibles. En RDI, ce sont des pourcentages plus élevés qui varient en fonction de la taille de l'entreprise et aussi vraiment l'activité elle-même, entre 25 et 70%. Donc, c'est vraiment aussi ce type d'activités qui sont le plus fortement subventionnés. Maintenant, comment ça se rapporte à ces 800 000 €? Ce qu'on a compris, c'est que, en fait, ce seuil de 800 000 €, on a compris que l'État pourra être relativement flexible sur ces projets-là et l'accord de cette aide. Et donc, globalement, il y a ces indications de taux d'aide qui vont s'appliquer. Mais il y aura quand même pas mal de flexibilité si ce n'est pas exactement ces mêmes taux. Et donc, les 800 000 € pourront être accordés de façon relativement facile. Oui, merci Pete. Donc, ce qu'on peut préciser, c'est qu'on est vraiment en attente de détails de la part de la DGE sur ces taux d'intervention. Vous avez bien vu, ce sera quand même au cas par cas, en fonction de la typologie des travaux que vous réalisez, en fonction de la typologie des entreprises. Néanmoins, on vous encourage vraiment à répondre à cet AMI. C'est un appel à manifestation d'intérêt pour l'instant jusqu'au 31 juillet, qui sera ensuite suivi d'un appel à projet où normalement, tu me confirmes, Pete, on aura plus de détails sur justement les typologies de travaux financés et les taux d'intervention. Oui, exactement. Et puis si dans les semaines à venir, on a déjà des détails, on vous les passera, bien évidemment. Et j'ai vu passer une question. Oui, vas-y. C'est comment cette AMI, c'est quoi la relation avec le fonds de modernisation qui est donné pour une date limite au 31 décembre. En fait, c'est la même chose. C'est l'AMI c'est la forme pour l'instant de ce fonds de modernisation. Et comme le disait Marc Charlet, ça va se transformer en appel à projet. Mais on parle essentiellement de la même chose. Très bien, je poursuis avec les questions. En termes d'éligibilité, est-ce que les entreprises récentes, les entreprises qui démarrent, sont éligibles aussi à ces taux, à ces financements?
Jean-Luc, si tu veux, sinon je peux indiquer. Donc, pour tout ce qui est start-up, tout est question de fonds propres, en effet, comme l'a souligné Jean-Luc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le dispositif qui est le plus intéressant pour les start-up reste le concours d'innovation. Donc, on vous encourage vraiment à regarder. Et sinon, pour tout ce qui est start-up, bien sûr, c'est auprès de BPI France qu'il faut aller voir pour les possibilités de soutien. Donc, on peut vous accompagner aussi en tant que pôle de compétitivité dans la recherche du meilleur dispositif en fonction de votre projet d'entreprise. Bon, ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas d'interdiction à être une jeune entreprise pour présenter un appel à projet. Néanmoins, ce qui est important, c'est que dans les conditions, une des conditions qui est requise, c'est la pérennité de l'entreprise. Donc, il faut être capable de démontrer la pérennité. Tout à fait. Ensuite, une question concernant la filière auto. Est-ce que la filière automobile comprend bien aussi les bus, les cars et les véhicules spéciaux? Les gens devraient connaître la filière. La filière, ça va du 2 roues jusqu'au truck de 44 tonnes. Voilà. Donc, okay. Et après, engins spéciaux, je pense que des off-road, il y a toujours un peu de discussion, je crois. Oui, mais en pratique, vu les volumes, on les rend compte. Si vous regardez tous les papiers qu'on a pris sur le besoin en batterie, on prenait en compte des boîtes comme Fenwick ou autres. Donc, on essaye de prendre en compte en fait tout ce qui est mobilité routière au sens large. Ok. Une autre question concernant les aides. Est-ce que, par exemple, pour tout ce qui est transformation numérique dans l'industrie automobile, est-ce que les aides proposées sont uniquement pour des activités en France? Je peux répondre, moi, de mon côté. La réponse est oui. Là, les propositions, en tout cas, les dispositifs de soutien qui sont détaillés aujourd'hui concernent uniquement des activités qui auront lieu en France. Oui, je rajouter effectivement, parce que ce sont des fonds publics et le but, c'est quand même de favoriser l'emploi en France. Donc oui, c'est vraiment concentré sur la France. Une autre question pour toi, Jean-Luc, concernant l'initiative spécifique sur l'électronique de puissance. Est-ce qu'on peut en dire un petit peu plus sur l'appel à compétences qui est prévu? Ouais, ce que j'ai signalé tout à l'heure, c'est que toute la chaîne de valeur de l'électromobilité est concernée et peut avoir des impacts en France et en Europe, en particulier l'électronique de puissance pour l'automobile, dans la mesure où on peut considérer que 100% des véhicules seront électrifiés à l'horizon de 5 à 10 ans. C'est-à-dire électrifiés, c'est-à-dire avec un moteur électrique, soit pour une chaîne de traction complètement électrique, mais soit pour une chaîne de traction hybridée, avec un niveau d'hybridation qui peut être plus ou moins léger. Donc, il y a énormément besoin d'électronique de puissance et nous avons des acteurs en France qui sont susceptibles en fait d'y répondre et qui sont susceptibles en fait de se positionner sur des nouvelles technologies qui sont en train d'émerger. Donc, on a pris la décision au niveau de la filière automobile d'ouvrir un programme supplémentaire. Vous savez qu'on a déjà 3 directions de programme: véhicules à faible empreinte environnementale, véhicules connectés et véhicules autonomes. Et donc, on ouvre une nouvelle direction de programme qui est pour l'électronique de puissance dans l'automobile, sous la responsabilité de Rémi Bastien, que vous connaissez bien, parce qu'il est aussi actuellement président du pôle Moveo. Et donc, il y a une semaine de l'électronique de puissance qui va être organisée du 6 au 9 juillet, avec la possibilité d'avoir des informations à la fois descendantes sur les projets qui ont été retenus par le comité technique automobile et pour essayer d'embarquer en fait le maximum de sociétés et d'innovation dans ces projets-là, et à la fois une remontée d'informations de votre part, qu'on dirait plutôt bottom-up, si vous avez des bonnes idées sur l'électronique de puissance. Donc, j'ai vu ce matin que le lien était sur le site de la PFA, donc ça va être communiqué incessamment sous peu. Ça va être communiqué aujourd'hui par tous les pôles de compétitivité automobile et mobilité, et puis disponible sur nos sites. Donc, n'hésitez pas à vous connecter pour avoir les invitations justement à ces différents séminaires de la semaine de l'électronique de puissance.
Une autre question, là, plutôt pour Pete. Dans le cadre de l'AMI modernisation, est-il prévu des aides spécifiques à la relocalisation en France d'activités? Ou, pas sous cette appellation directe, mais on peut financer des investissements en outils de production, donc indirectement, ça peut couvrir cela, mais on ne parle pas directement de financement de relocalisation. une autre question pour Jean-Luc, cette fois-ci, on revient sur le Coram. Est-ce que la liste des projets qui seront présentés au Coram sera rendue publique? Est-ce qu'elle sera accessible? Oui, j'ai préparé un communiqué de presse. Donc, le communiqué de presse contiendra une introduction de Bruno Le Maire et également de Luc Châtel, la feuille de route des technologies stratégiques pour la filière automobile et mobilité, et les 20 ou 25 projets qui vont être subventionnés rapidement en fait dans le cadre de ce Coram. Normalement, ce communiqué de presse sort le vendredi 3 juillet. Parfait. J'ai une dernière question, je crois, concernant le dispositif ARM. Une question qui demande quel est l'impact du dispositif ARM dans la filière automobile. ARM, alors ARM, c'était le nom de code, si on parle bien de la même chose, pour l'activité partielle longue durée. Et donc, ce nom de code n'a pas été conservé, je pense, pour des questions politiques. L'impact, c'est que, on ne peut pas le mesurer encore, mais nous, c'est évident que les entreprises de la filière automobile vont, je pense, beaucoup se mobiliser pour cette activité partielle longue durée. Donc, il y a deux voies d'accès. Soit un accord d'entreprise, donc vous négociez, vous lancez les négos tout de suite avec vos représentants du personnel ou vos délégués syndicaux, ce qui permet de faire un diagnostic partagé sur l'impact du Covid, l'accélération des transformations, les emplois qu'on peut sauver, ceux auxquels on doit malheureusement renoncer, et quels sont surtout donc les enjeux de compétences et donc de formation qu'il faut déployer, ou attendre donc qu'il y ait un accord de branche qui soit signé. Donc notre branche est soit la métallurgie, soit le caoutchouc, soit la plasturgie selon votre activité. Et là, l'information est tombée la semaine dernière. Nous, on recevait le délégué général à l'emploi et la formation professionnelle le lendemain. Je n'ai pas encore fait la tournée des popotes pour savoir où en étaient les négociations au niveau des branches. Quoi qu'il en soit, donc je pense que l'automobile, en tout cas nous on s'était battu pour ça parce qu'on l'avait identifié comme un besoin important pour vous, pour sécuriser les compétences dans votre entreprise, tout en n'ayant pas à payer la totalité des salaires alors que l'activité n'est pas au rendez-vous. J'ai répondu à la question parce que Je pense en effet que ça répond à la question, Emmanuel, merci. Ok, merci. Bah, écoutez, n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions plus techniques sur tous ces aspects, aussi bien de réglementation qui évolue très vite, parce que le gouvernement cherche vraiment à accompagner les entreprises, à préserver l'emploi, vous m'envoyez des mails, enfin vous passez par l'épaule, mais c'est assez fluide en général, on fonctionne pas mal. On fonctionne bien ensemble. Voilà, donc, merci. Ok. Bah, écoutez, merci beaucoup, merci à tous les trois. Je pense qu'on a encore une minute, Pete, et j'ai envie de te laisser la parole parce qu'on a un dispositif qu'on n'a pas présenté, mais qui est aussi stratégique dans le cadre du rebond, qui sont les programmes d'accélération qui sont mis en place par la PFA en partenariat avec avec BPI France, pardon. Est-ce que tu peux en dire un mot 2 minutes, Pete? En effet, donc on a lancé en 2019 une première promotion du programme accélérateur, donc qui réunit 25 entreprises de la filière qui suivent ensemble un parcours de 2 ans, donc un parcours qui comprend à la fois un volet individuel, donc des modules de conseil dans l'entreprise même par des consultants habilités par BPI France, et puis un deuxième volet qui est un volet collectif
où ces dirigeants d'entreprise suivent des séminaires qui sont donnés par une grande école. Pour la première promotion, il s'agissait de l'ESCP Europe. Donc ça, c'était la première promotion. Et donc cette année, à la rentrée ou en septembre-octobre, on lance 2 nouveaux programmes dans la suite de ça. Maintenant, on a fait légèrement varier en fait la configuration, c'est-à-dire qu'on a maintenant un programme qui est destiné à des petites et moyennes entreprises, donc qui ont une taille, un chiffre d'affaires supérieur à 10 millions d'euros, donc qui vont, pareil, suivre un volet individuel et collectif. La durée a été légèrement réduite, donc c'est 18 mois maintenant, et l'école sera HEC. Et à côté de cela, on a un autre programme qui sera destiné à des entreprises de taille plus faible, donc avec des chiffres d'affaires en dessous de 10 millions d'euros, et qui vont suivre un parcours à la fois, c'est comme les autres programmes, à la fois collectif et individuel, mais sur une durée d'1 an. Et là, l'école qui va donner les séminaires collectifs, ce sera Centrale Paris, Centrale Supélec. Donc ces 2 programmes, comme je disais, vont démarrer en septembre-octobre. Pour l'instant, donc le recrutement de ces programmes-là est en cours. Et si vous êtes intéressé par ce genre de choses, n'hésitez pas à vous adresser à votre pôle de compétitivité ou ARIA qui peut vous donner plus d'informations et vous guider aussi vers les bonnes personnes côté BPI France pour ça. Voilà. Un grand merci à nouveau pour nos 4 présentateurs. Il est temps maintenant de conclure ce webinaire. Merci à tous les participants. Donc je vous rappelle que vos pôles de compétitivité sont à votre disposition pour aller plus en détail sur tous les dispositifs qui viennent de vous être présentés. On est vraiment là pour vous accompagner et trouver le meilleur dispositif en fonction de vos besoins. Je précise également que nous serons amenés à reconduire ce type de webinaire. La volonté qu'on a avec la PFA, c'est d'informer régulièrement tout l'écosystème et je pense qu'en septembre, on sera à nouveau en mesure de vous proposer une nouvelle date qui nous permettra de faire un point d'étape sur tous ces dispositifs et éventuellement vous apporter de nouvelles précisions par rapport à ce qui est mis en place. Donc un grand merci encore et je vous dis à très bientôt.